Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez. Moi, Plinius Cassilius Secundus, dit Pline le Jeune, j'ai décidé de vous raconter l'expérience la plus terrible, la plus terrifiante de ma vie, l'éruption du Vésuve. Mais je vais auparavant me présenter plus complètement. J'ai hérité de ce nom, Pline le Jeune, pour qu'on ne me confonde pas avec mon oncle et père par adoption, Gaius Plinius. Gaius était un homme célèbre, plus célèbre que je ne le serai jamais, même si je peux me flatter d'une certaine réputation comme philosophe et écrivain. Ce fut un grand voyageur, un grand savant, à qui on doit une histoire naturelle qui fait date. Les dernières années de sa vie, l'empereur Trajan avait nommé mon oncle amiral en chef de l'escadre de la Méditerranée, un poste envié. Les événements que je me propose de raconter se déroulèrent principalement le 9e jour avant les calendes de septembre. Alors, je n'avais qu'à peine 18 ans. À l'époque, je me trouvais non loin de Pompéi, en compagnie de mon oncle, à Misène, port où mouillait sa flotte de guerre. Ce fut à l'aube de cette journée funeste que ma mère adoptive, affolée, nous éveilla tous deux, pour nous entraîner sur la terrasse de leur villa. Mon époux, mon fils, regardez ce qui se passe. Elle désignait, loin vers le sud, la masse conique du Vésuve qui s'élevait dans les brumes du petit matin. Le Vésuve, je me dois de le préciser, est le seul volcan en activité de la péninsule. Jadis, nos ancêtres imaginaient que cette montagne communiquant avec les feux de la terre était le domaine de Pluton, dieu des enfers. Nous autres, Romains de l'Empire, refusons depuis longtemps ce genre de superstition. Cependant, le spectacle que le Vésuve nous offrait en cette sereine matinée a ébranlé ma jeune âme. Parfois, le sommet du volcan est couronné d'un paresseux panache de fumée blanche. La plupart du temps, on ne voit rien. Or, en ce début de journée, une lourde nuée gris sombre montait droite aux cieux, s'évaisant en altitude comme la couronne d'un pin parasol. Même à une si grande distance, une vingtaine de milles nautiques en suivant la légère courbe de la côte, je pouvais distinguer une sorte d'irisation de l'atmosphère tout autour du sommet du cône. Qu'est-ce que cela ? Demandai-je à mon oncle. Des cendres. Une pluie de cendres. Cassilius, nous assistons au début d'une éruption de grande envergure. Pourvu que, l'amiral s'interrompit. Je remarquai qu'un pli soucieux partageait son front. Sa main droite fourrageait dans sa barbe fournie. Il sursauta lorsque son épouse tirailla la manche de sa tunique. La villa de Pomponiatus et sa famille, nos chers amis, se trouve à Herculanum, juste en dessous de ce volcan. Crois-tu qu'il y ait un danger ? Mon oncle remua ses robustes épaules. Tu sais comme moi que, voilà 17 ans, un grave tremblement de terre a détruit nombre de bâtiments des villes alentours. Cette leçon sévère a rendu prudents les citadins les plus exposés. Je suis certain que, dès les premières fumées et les premières secousses, les gens de Stabie, comme ceux de Pompéi, ont fui leur maison pour se mettre à l'abri. Néanmoins, à nouveau, Gaius Plinius secoua sa carcasse comme un chien mouillé qui s'ébroue. Oui, murmura cette femme douce et timide qui, depuis la mort de mes parents, m'avait pris pour fils. Je vais sur le champ friter une galère pour me rendre au plus près des lieux du séisme. Un savant tel que moi ne peut laisser passer une telle occasion. Je souris. Je reconnaissais bien là mon oncle, toujours prompt à s'enflammer pour ajouter un chapitre à son histoire naturelle. En l'occurrence, le terme « enflammé » était on ne peut plus adéquat. Je ravalai mon sourire lorsque l'amiral se tourna vers moi. « M'accompagneras-tu, Cassilius ?» Je n'hésitais que le temps d'un battement de cœur avant de hocher vigoureusement la tête. L'escadre étant au port, à un quart de mille de la villa, nous fûmes prêts en moins d'une heure. L'amiral avait décidé d'embarquer à bord d'une galère liburnienne, ces croiseurs légers à 2 rangs de rameurs qu'on emploie d'ordinaire pour chasser les pirates. Accroché à la rambarde, je dois bien avouer que je n'en menais pas large. Je ne suis pas un marin et, déjà à quelques encablures de la côte, la mer était très agitée. Le panache qui couronnait le volcan s'était élargi, devenant noir comme de l'encre de sèche. Des éclairs crevaient la fumée à intervalles irréguliers. Il ne m'étonnait plus que les anciens eussent pu imaginer la forge d'un dieu au cœur de cette montagne furieuse. J'entendais les marins hurler.
Le rythme du tambour donnant la cadence au rameur s'accéléra brusquement. Boum, 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 la galère, qui s'était écartée vers le large à cause d'une déferlante, était en train de revenir sur la côte. Je poussai un cri, je venais de ressentir une brûlure piquante au bras. Je me frottais, une poudre noirâtre s'étala sur ma peau. L'air était entièrement obscurci, il pleuvait de la cendre chaude. Je m'enveloppais le corps et la tête d'une vieille couverture humide ramassée sur le pont. Autour de moi, marins et légionnaires faisaient pareil. Un choc retentit près de moi, suivi d'autres, bien d'autres. C'étaient maintenant des pierres ponces, des cailloux noirs projetés par le volcan qui s'était mis à grêler sur le navire. Cette fois, je dus courir me mettre à l'abri sous le vent de la cabine de navigation. En plusieurs endroits, le pont et les bastingages commençaient à fumer. Des marins, courant en tous sens, éteignaient ces débuts d'incendie avec des seaux d'eau de mer. Au milieu de cette panique, seul l'amiral avait conservé son sang-froid. Debout à côté de la barre, il gardait les yeux fixés sur la côte qui approchait, presque invisible dans la pluie serrée des cendres. J'entendis le maître d'équipage l'apostropher ainsi: « Ne devrions-nous pas virer de bord, amiral ?» Le courage sourit aux audacieux, répliqua mon oncle. Mais le cap sur l'habitation de Pomponiatus. Nous avons des gens à sauver. J'admirais son courage. En cet été tragique, Gaius Plinius, quoique toujours très robuste, avait 56 ans, ce qui me semblait un bien grand âge pour affronter une telle aventure. Je le rejoignis tandis que, malgré les vagues houleuses, il dirigeait de main de maître son navire vers le rivage. Nous accostâmes. Mon oncle, quelques hommes d'équipage et moi-même mirent pied à terre, après avoir pataugé, de l'eau jusqu'à la taille, dans les vagues bondissantes. Sous le ciel de pois, j'eus grand-peine à reconnaître Stabie, petite cité balnéaire où nombre de riches Romains avaient fait construire leurs villas. La ville que j'avais connue blanche et rose était maintenant uniformément grise de cendres collantes. Un homme se précipita dans les bras de l'amiral. C'était son ami Pomponiatus, livide et échevelé. Éparpillés sur la plage, erraient plusieurs dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants, portant des baluchons. Les membres de sa famille, ses serviteurs, et certainement les habitants de villas avoisinantes. Ah! Gaius, Gaius, ne cessait de balbutier le vieil homme. N'aie crainte, ami, nous sommes là. Tu vas pouvoir embarquer avec tous les tiens en attendant que cette tourmente cesse. Mon oncle fut interrompu par une violente quinte de toux qui le plia en deux. Je me mis à mon tour à tousser, les poumons en feu. L'air était vicié d'une acidité étrange. Des gaz issus des entrailles de la terre et crachés par le volcan, pensai-je. Je couvris à nouveau mon visage avec la couverture que je n'avais pas abandonnée, m'efforçant de ne respirer qu'à toute petite gorgée. L'amiral, qui dirigeait les fuyards vers son vaisseau, était demeuré tête nue. Il me parut anormalement pâle. Je l'entendis demander à boire, et un esclave ne tarda pas à lui apporter une gourde. Je n'osais cependant pas lui faire de remarques. En outre, je venais soudain de penser à mon ami Marsilius Galba, que je savais être à Pompéi. La crainte m'envahit. Mon oncle, criai-je dans le grondement qui faisait vibrer l'atmosphère, je voudrais vous demander une faveur. Pendant que vous recueillez ces gens à bord, puis-je tenter de gagner Pompéi? J'ai un compagnon et, Gaius me fit simplement un signe approbateur de la main. Je courus vers un cheval qu'un palefrenier tenait par les brides à peu de distance. La bête, un jeune pur sang arabe à robe blanc et brun, était effrayée, nerveuse. Je réussis non sans mal à la monter, bien qu'elle eût tenté à plusieurs reprises de me désarçonner par ses ruades, je sus la dompter. J'étais et suis resté bon cavalier. Suivant la côte, je commençai à chevaucher vers le sud. Il était loin d'être midi, pourtant l'obscurité était presque semblable à celle de la nuit. Au milieu de cette pénombre, de larges colonnes de feu orange au vif éclat serpentaient droit devant moi entre ciel et terre, la lave, qui était en train de déborder du cratère. Je talonnais ma monture. J'étais très inquiet mais, bizarrement, toute ma peur s'était envolée. Je ne me doutais pas, pourtant, que le spectacle qui m'attendait serait bien pire que tout ce qu'il m'avait été donné de voir jusqu'à présent. Au cours de l'histoire de Rome, 4 villes de différente importance s'étaient développées dans la plaine de Campanie, régulièrement espacées autour des flancs du Vésuve, Sorrente, Herculanum, Stabie et Pompéi. C'est cette dernière qui était la plus prospère, la plus étendue, la plus peuplée,
20 000 habitants au dernier recensement impérial. Pompéi comptait un forum, de nombreux temples, un hippodrome, un amphithéâtre, une caserne de gladiateurs. Les paysans cultivaient des vignes jusqu'à mi-hauteur du volcan. Il en résultait un vin fameux car la terre, mêlée à la cendre d'éruptions anciennes, était très riche. À mesure que j'approchais, de sombres pressentiments m'envahissaient, aussi sombres en vérité que les nuées cendreuses au milieu desquelles je chevauchais. Stabile et distante de Pompéi que de 5000 environ, moins d'une heure au trot de mon cheval rétif. Sur ma route, je croisais de plus en plus de fuyards, certains à pied, d'autres dans des charrettes tirées par des mules. Sur les visages noircis, je ne lisais que le désespoir. Mais au moins, pensais-je, ceux-là ont pu s'enfuir à temps. Mon relatif optimisme fut battu en brèche lorsque je vis les premiers cadavres. Il y en eut bientôt des dizaines à joncher la route en bordure de la mer où j'avais de plus en plus de mal à chevaucher, tant la foule était dense. Les corps étaient déjà recouverts de cette cendre qui ne cessait de pleuvoir, à tel point qu'ils ne ressemblaient plus à des humains, seulement à de maladroites sculptures de glaise. Je me remis à tousser, comprenant du même coup que tous ces gens étaient morts asphyxiés. Du mieux que je pus, j'enveloppais mon visage dans la vieille couverture. Mon coursier se quebra alors qu'une charrette, essieu brisé, versait devant moi, répandant son contenu d'humains, de meubles et d'objets dérisoires sur le lit cendreux. Un peu plus loin, des familles tentaient de fuir par la mer à bord de barques. Mais la méchanceté des flots fit chavirer sous mes yeux plusieurs d'entre elles. Sous un ciel aussi livide qu'un ventre de serpent, j'atteignis enfin les murailles de la ville. La foule y était si dense en avant des remparts que je préférais attacher ma monture à un arbre déplumé pour y pénétrer à pied. Sous les semelles de mes cothurnes, je sentais la terre trembler. Une chaleur maladive montait des minces crevasses qui s'ouvraient, laissant fuser des jets de vapeur sifflantes. Du sommet du Vésuve, enténébré des volutes cendreuses, des éclairs formidables jaillissaient, non pas de la seule couleur orangée du feu, mais de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Je ne pus m'empêcher de trouver à ce spectacle une beauté terrible mais une beauté quand même. Une foule gémissante ne cessait de refluer des ruelles où les façades lézardées s'écroulaient les unes après les autres. Où pouvait être mon ami Marsilius, dans cet enfer? Il habitait chez sa sœur, dans une petite rue pas très loin du forum. Arriverais-je à l'atteindre? Résolu, je jouais des coudes et franchis la porte d'Herculanum. Mais à peine avais-je fait quelques pas qu'une secousse plus forte que les autres jeta bas la grande arche du portique qui s'écroula dans mon dos, ensevelissant quelques malheureux de plus. J'avançais maintenant avec de la cendre jusqu'aux genoux. Malgré la couverture, je ne pouvais respirer sans tousser. Mes yeux larmoyaient, je sentais mon esprit s'obscurcir. Toute une famille me heurta en fuyant. La mère, échevelée, grise de cendre, tenait par la main deux enfants qui sanglotaient. Un esclave levait au-dessus des têtes une planche bien inutile à protéger efficacement ses maîtres de la chute continuelle des pierres. La femme tomba la première, d'épuisement ou de suffocation. Dans un geste puéril, elle serra ses enfants contre elle, ce qui les ensevelit un peu plus dans la cendre. L'esclave et le père tentèrent de leur porter secours, mais à ce moment une façade s'effondra sur eux. Je m'adossai à un mur qui tenait encore debout. Je ne cessais de pleurer, sans savoir si mes larmes étaient causées par l'épouvante ou l'effet des gaz. Les deux, certainement. Sans doute aurais-je perdu connaissance, avec pour conséquence une mort certaine, si des piqûres brûlantes sur mes bras et mes jambes ne m'avaient tiré de ma torpeur. Je me secouai et parvins à me relever. Du ciel d'encre, une pluie chaude commençait à tomber, qui devenait plus forte d'instant en instant. Sous cette averse, la cendre qui emplissait les rues devenait boue. Je reculais. Chaque pas dans ce magma réclamait un effort insupportable de tous mes muscles. Marsilius était parvenu à s'enfuir, ou alors il était mort, me dis-je, lâchement sans doute. Mais, dans un cas comme dans l'autre, je ne pouvais rien faire. Alors, je m'enfuis, trébuchant sur des formes molles enfouies sous la boue qui ne cessait de durcir. Je ne sais comment je réussis à rejoindre mon cheval, qui hennissait et se débattait, heureusement sans avoir pu rompre ses guides. Je montai en selle, le cravacha et, sous l'averse bouillante et le bombardement des pierres célestes, je commençai à galoper le long de la côte battue par les flots en furie. Il devait être tard quand j'arrivai en vue de Stabie. Mais, quelle que fût l'heure, la pénombre était toujours celle d'un crépuscule d'hiver. Dans cette quasi-obscurité,
la petite ville me parut aussi mal en point que Pompéi. Ici aussi, la lave et les cendres avaient tout recouvert, et je ne voyais que ruines. Cependant, par ce qui me parut un miracle, la maison de Pomponiatus était toujours debout, séparée du reste de la cité par un large courant de lave durcie qui l'avait épargnée. J'étais persuadé que la propriété avait été évacuée, quand, pénétrant dans la cour intérieure, je me retrouvai nez à nez avec le maître des lieux. Pour se protéger des scories, Pomponiatus avait attaché un oreiller sur son crâne chauve, ce qui me fit sourire, bien que le moment ne fût pas à la gaieté. « Que faites-vous encore ici » m'écriai-je en reprenant mon sérieux. J'étais persuadé que tout le monde avait gagné le large sur le bateau de mon oncle, hélas. La furie des flots nous l'a interdit. Car sans Gaius pour les commander, le capitaine n'a pas voulu prendre la mer. Je ne veux pas t'alarmer, jeune Plinius, mais ton oncle a surpassé ses forces. Il a respiré trop de gaz délétère. Et il est au plus mal, l'angoisse au cœur. Je me fis conduire dans la chambre où reposait l'amiral. Étendu sur un lit, pâle comme un linge, mon père adoptif respirait avec difficulté. Je lui pris les mains. Un court instant, il parut me reconnaître. « Ah, mon fils, murmura-t-il. Puis, à nouveau, seul son râle oppressé monta dans la pièce. Toute la nuit, je ne quittais pas le chevet de cet homme que j'aimais plus que quiconque. À plusieurs reprises, il demanda à boire. Dans la lueur blême du matin qui peinait à percer les volutes cendreuses, je m'aperçus que son visage avait pris l'immobilité de la pierre. Ses traits étaient ceux d'un gisant apaisé. Pline l'Ancien était mort. Je demeurai 3 jours à Stabie tandis que, peu à peu, les éléments se calmaient. Les projections de pierre et de cendres cessèrent, les flammes couronnant le volcan s'éteignirent. Seul le panache de fumée vomi par le cratère déchiqueté devait perdurer des semaines encore. Autour de la montagne maudite, tout n'était désormais que désolation. Combien pouvait-il y avoir de morts? Des milliers et des milliers, plus que nous ne pourrions jamais compter, car nombre d'entre eux étaient ensevelis sous des mètres de cendres ou de lave durcie. Je mobilisais toute mon énergie pour aider les survivants qui n'avaient pas réussi à s'enfuir. À la fin du 3e jour, la flotte de Misène put enfin aborder, la mer s'étant calmée. C'est donc à bord d'une trirème impériale que le corps de mon oncle fut rapatrié vers Rome, les routes n'étant pas encore assez sûres. L'empereur Trajan fit organiser des funérailles grandioses pour son amiral. Et puis, petit à petit, on oublia la catastrophe. Je ne devais retourner sur les lieux de l'éruption qu'au printemps suivant, dans le but de prendre des notes pour un ouvrage relatant ces 3 jours d'épouvante. Sous un ciel limpide, le Vésuve n'était plus à nouveau qu'un cône de terre presque noire. Sur des miles à la ronde, une marée de lave figée recouvrait ce qui, il n'y avait pas si longtemps, était une campagne oriente plantée de vignes et d'oliviers. Les ruines éparpillées de Stabie et d'Herculanum émergeaient de cette croûte. Longtemps, au pas de mon cheval, j'ai cherché des traces de Pompéi. Je n'en ai trouvé aucune. La ville avait été rayée du décor, aussi complètement que si elle n'avait jamais existé.